Bon, ben, bonsoir à tous. Merci de vous retrouver ce soir pour le deuxième module donc, sur le côté éducation thérapeutique et accompagnement à long terme du malade chronique avec la notion d'approche motivationnelle. Donc on avait vu hier la définition de l'éducation thérapeutique, et je la rappelle rapidement, uniquement pour dire que l'approche motivationnelle va concerner essentiellement le changement de comportement de santé, des comportements de santé éventuellement nécessaires chez cette personne qui a une maladie chronique. On avait vu que le patient chronique, c'était d'abord avant tout une personne qui avait une histoire propre, une maladie générale à point de départ respiratoire, mais ça pourrait être ailleurs, des comorbidités, une perte de la santé qui doit changer de comportement de santé. Et pour réussir cette négociation gagnant-gagnant, pour qu'on puisse avancer avec le patient, on pense qu'il est intéressant d'adapter sa communication grâce au profil comportemental, ce que l'on a vu hier. Et puis, on va voir aujourd'hui très rapidement l'acceptation de la maladie, mais surtout l'approche motivationnelle. Et hier, on avait vu que sur le plan comportemental, il y avait essentiellement 4 grands profils. Donc, le rouge dominant, le D, le I influent, le jaune, le S stable et le C conforme bleu. Et que l'on était tous, on avait tous globalement les 4 profils, mais qu'on en avait 2 qui étaient plus prédominants. Donc on avait plutôt deux profils comportementaux plus avancés en quelque sorte. Mais qu'on avait tous les 4 profils. Et combien de fois on n'a pas dit devant quelqu'un qui ne prend pas ses traitements, qui ne suit pas bien sa diététique, qui ne fait pas d'activité physique, qui ne fait pas, enfin comme il fait, pourquoi cette personne n'est pas motivée? Alors, la question, est-ce que c'est d'abord une bonne question? Pourquoi cette personne n'est pas motivée? Bon, on va essayer de répondre à cette affaire en rappelant également qu'il y a 4 grands critères pour être observant à un traitement, donc observant, adhérent à un changement de comportement de santé. Il y a 4 grands critères qui sont les 2 premiers, être persuadé qu'on est bien atteint par la maladie, et le deuxième, que cette maladie et ses conséquences vont être graves pour nous. Si on n'est pas malade, ou si cette maladie, on pense qu'elle ne va pas être grave pour nous, il n'y a aucune raison de bouger, de modifier son comportement, d'arrêter la clope, de prendre du traitement, de maigrir, de faire de l'activité physique, etc. Donc la première chose, c'est bien d'être persuadé qu'on a une maladie et qu'elles peuvent être graves pour nous. Et ça, c'est bien les stades d'acceptation de la maladie. Et on va adapter notre négociation selon les stades d'acceptation de la maladie. Donc on ne va pas développer ça, mais les stades d'acceptation de la maladie sont représentés ici par un travail d'Anne Lacroix, une psychologue suisse, qui a repris le travail de Kubler-Ross, que vous avez peut-être déjà entendu, qui sont les stades de deuil. Hein. Et donc c'était le choc, le déni, le marchandage, la révolte, le marchandage et l'acceptation, ce qu'elle avait développé. Anne Lacroix a un peu développé ce concept-là en mettant deux branches, en quelque sorte, dans ce stade d'acceptation de la maladie, avec toujours un choc. Mais à la suite de ce choc, les gens peuvent réagir sur un versant « je mets à distance la maladie », distanciation, où il va, en raison d'une angoisse importante créée par l'annonce de cette maladie, qui va évoluer vers le déni, qui est un refus inconscient, ou le refus, qui est un refus plus conscient, et qui peut aller jusqu'à la résignation, chaîne de vie, on ne peut plus rien faire de bien, donc je ne vois pas pourquoi je me battrais. Ou alors, ça peut aller vers un processus d'intégration, plus ou moins rapide, qui, à la suite d'une incrédulité passagère, passe par une phase de révolte, la personne est en colère contre tout le monde, et quand vous la rencontrez et que vous faites engueuler, entre guillemets, par elle, ce n'est pas vous qu'elle attaque, c'est la terre entière. Et vous êtes seulement celui qui a ouvert la porte et qui avait de la lumière. Le marchandage, après, on verra ça. Et puis après, éventuellement une capacité dépressive. Et plutôt que acceptation, peut-être à employer le terme d'intégration, parce que c'est quand même compliqué d'accepter d'avoir une maladie chronique et de ne pas être en bonne santé. Bon, après, on ne va pas jouer sur les mots, mais peut-être une phase d'intégration. Et donc,
ces stades d'acceptation de la maladie, ce ne sont pas des cases, ce n'est pas immuable. On peut être par ici, repasser de l'autre, on peut être ici, revenir en arrière. Mais comme je le dis souvent, c'est important de voir si ça ne fonctionne pas dans l'accompagnement du patient. Est-ce que ce n'est pas à cause d'un problème d'acceptation de la maladie? Et ce stade d'acceptation de la maladie n'a rien à voir avec les profils comportementaux qu'on a vus hier. Ça passe aussi bien pour les rouges, jaunes, verts, bleus. Et la vitesse d'intégration n'est pas plus importante sur un profil comportemental par rapport à l'autre. Donc on n'ira pas plus loin pour les stades d'acceptation qui pourraient être développés. Les deux autres critères qui sont importants pour accepter de se traiter au long cours, c'est de penser que le traitement va être bénéfique et que les effets du traitement, les avantages du traitement sont supérieurs aux inconvénients et donc aux effets secondaires, mais aussi aux contraintes psychologiques, sociales, financières engendrées par ce traitement. C'est-à-dire que souvent, dans les effets secondaires du traitement, on pense, je ne sais pas quoi, au tremblement, aux difficultés, au mauvais goût, je ne sais pas quoi. Mais il y a des contraintes psychologiques, des contraintes sociales et financières qui sont importantes. Ce n'est pas obligatoirement facile de prendre un spray quand on est dans la rue ou au resto, de se piquer de l'insuline au resto, enfin, etc. Donc, les 3 et 4e critères nécessaires à poursuivre un traitement à long terme, c'est bien que penser que le traitement sera bénéfique et que les avantages vont être supérieurs aux inconvénients et les inconvénients psychologiques et autres. Et donc là, il faudra adapter sa négociation selon la motivation du patient à changer de comportement de santé. Et là, encore, il y a des stades de motivation qui ont été décrits il y a plusieurs années par Prochaska et Di Clemente, que vous connaissez sans doute, mais qu'on peut revoir ensemble, que nous on appelle pré-intention, puis intention, préparation, action, maintien, réalisation, que d'autres, initialement, c'était la description initiale, c'est pré-contemplation et contemplation. Mais ces mots-là veulent dire la même chose. Hein. Pré-contemplation, pré-réflexion, intention, ça veut dire exactement la même chose. Et c'est sur ces éléments-là qu'il faut essayer, là encore, de ne pas mettre le patient dans une case, mais de se poser la question, s'il ne se met pas en mouvement, est-ce que c'est parce qu'il n'est pas, entre guillemets, motivé pour ça? Et comment on va faire en sorte de le motiver? On en reparlera de toute façon également là demain avec l'approche tabagique. La motivation. Donc une belle définition, un processus psychophysiologique responsable du déclenchement, de l'entretien ou de la cessation d'une action, ainsi que de la valeur appétive ou aversive conférée aux éléments du milieu sur lesquels s'exerce cette action. Ça, c'est pour la 4e soirée vis-à-vis de vos amis, après le paléolithique et Bedos. En gros, est-ce qu'on a envie ou on n'a pas envie, quoi, hein, c'est ça que ça veut dire. Mais voilà, ça c'était la version bloc 2002, comme dirait l'autre. Mais ça va faire chic, vous pouvez essayer de le faire après l'allergie au gluten ou la tolérance au gluten. 2 types de motivation, vous le saviez. Extrinsèque, lié à un consentement ou une soumission à des influences externes. Je fais ça pour faire plaisir à mon docteur, à ma famille, à ma belle-mère, ou à cause de la pression des pairs. Donc ça, on va pas le développer, mais c'est vrai que dans la prise en charge initiale de l'éducation thérapeutique, de la réhabilitation, la motivation extrinsèque joue un rôle important. En réhabilitation, très souvent, le patient dit, on lui demande pourquoi vous êtes venu, parce que le docteur m'a dit de venir, quoi. Donc si le docteur il est sympathique, motivant, etc., hop, on y va. Après, ça commence les difficultés. Donc on ne va pas trop parler de ça, même si c'est extrêmement important et que le professionnel de santé a un rôle majeur. Hein, on a tous aimé la géographie parce que le prof était sympa, et puis l'année d'après, les maths parce que le prof était sympa. Ben, moi, j'ai jamais eu de prof sympa en maths. Enfin bon, mais voilà, on peut tous avoir des éléments. Ce qui est important, c'est donc la motivation intrinsèque. Et cette motivation intrinsèque est liée aux représentations, aux valeurs et aux aspirations propres de la personne. Et c'est sur ça que l'on va travailler et discuter ensemble. Petite question, est-ce qu'on peut motiver quelqu'un? Bah ouais. Tout le monde est d'accord. Ah non.
Méfiez-vous, hein, quand je pose des questions comme ça. Alors il a dit non, mais la réponse est... Alors c'est subtil, là, c'est juste pour rire, mais on ne va pas le motiver. On va juste créer un environnement dans lequel la personne va pouvoir se motiver. Sinon, c'est de la motivation extrinsèque. Et donc, tout le rôle de l'accompagnement que l'on met en place en ETP, en réhabilitation, c'est de créer un environnement favorable pour qu'il se mette en mouvement. Il va se mettre en mouvement pourquoi? Pour ce qu'il a envie, lui, et pas que pour ce que vous avez envie, vous. Et donc, il faudra chercher ce que lui a envie, et pas ce que vous avez envie en tant que thérapeute. Vous voulez sauver des vies humaines et vous voulez qu'il soit dans une situation idéale alors que lui, il est là. Et cette situation idéale de bonne santé, etc., soyez rassurés, vous ne l'atteindrez jamais et lui non plus, quoi. Donc, n'ayons pas peur de la perfection, comme dirait l'autre, on ne l'atteindra jamais. Sauf qu'il ne faut pas le transférer, cette pression, sur la personne, parce qu'il n'y arrivera pas. Donc, on va créer un environnement favorable pour que la personne puisse se motiver. Et donc, pour quelle raison une personne est motivée? Ouais, pour ses propres raisons, et non pour les vôtres. Hein, ce que je venais juste de dire à l'avant, c'est important et donc de rechercher ses propres maisons, donc pour ce qui lui fait plaisir, comme tu le disais. Est-ce que globalement le changement, on peut dire, est naturel? Est-ce que dans votre vie de tous les jours, vous êtes obligé de changer de temps en temps certaines de vos actions, de votre mode de fonctionnement, Les chaussettes. Ouais, les chaussettes, donc ça, voyez, t'en as pas à me prêter. Bah, tous les jours, on modifie des petites choses, plus ou moins, quoi. Donc oui, le changement est un processus naturel, mais qui a besoin parfois d'être accompagné ou stimulé. Parce que le changement va être trop important dans le cadre de cette maladie qui vient de tomber sur la tête, ou qui existe depuis plusieurs années, qui vient de tomber sur la tête de cette personne. Tout ça, les conséquences négatives, aucun intérêt, quoi. Hein, si vous clopez, vous aurez un cancer, ça ne marche pas du tout, quoi. Hein, c'est pas positif. Par contre, on vient de le voir, les perspectives positives sont le meilleur levier de motivation, donc la perspective d'une vie meilleure est importante. Et sachons aussi qu'en termes d'entretien motivationnel, d'approche motivationnelle, une courte intervention peut provoquer de gros changements. Donc des petites interventions, même en consultation qui n'est pas toujours le lieu idéal, parce qu'on n'a pas toujours le temps en consultation aiguë, hein, je parle du malade que l'on suit, même si c'est un malade chronique, même dans la consultation du médecin, du psychologue, du spécialiste ou autre, même une courte intervention peut mettre en mouvement. Il faut juste la faire correctement au bon moment et pas s'escrimer, par exemple en période de préintention où de toute façon la communication ne passe pas du tout et ça ne sert à rien d'y passer du temps. Donc tout le monde est impliqué dans cette prise en charge, dans le parcours de soins du patient. Et puis ce changement a sa propre indépendance et son propre rythme. Il y en a qui vont changer plus rapidement pour l'activité physique que pour l'alimentation, que pour la prise de médicaments ou que l'appareillage. Et parce que, selon son profil comportemental, est-ce qu'il peut changer plus ou moins rapidement? Est-ce qu'on pourrait dire que rouge, jaune, vert, bleu, est-ce qu'il y en a qui vont plutôt être plus rapides à bouger? Ouais. Voilà. Donc le rouge, le jaune va être plus... à répondre a priori un peu plus rapidement, éventuellement, et plus dans l'action. Hein, et puis après, ils réfléchissent, comme je disais hier, avec les autres, ils réfléchissent, et puis après, ils sont dans l'action. Donc le rythme là, est différent, et il est différent pour la motivation également. Donc c'est un élément aussi intéressant de voir si ça ne va pas aussi vite que l'on aimerait. Est-ce que on a le profil comportemental adapté à la personne qui est en face de nous? L'entretien motivationnel, hein, qui a été décrit donc par Miller et Rolnick essentiellement, c'est donc un entretien guidé, semi-directif. Alors on va voir qu'on fait des questions ouvertes, etc.,
mais que c'est quand même guidé et semi-directif. Ce n'est pas le café du commerce où hop, on parle un peu de tout et ça part en cacahuète. On a un contrat à mettre en place en tant que soignant pour amener le patient à s'améliorer. Donc on le guide, mais c'est semi-directif, ce n'est pas des questions fermées, c'est avec des questions ouvertes, mais il y a des questions fermées également, centrées sur la personne, et ça c'est essentiellement à la suite des travaux de Carl Rogers, et qui vise à renforcer sa motivation intrinsèque au changement. Donc dans cette intervention, on en reparlera, ça privilégie l'empathie. Voilà. Est-ce que cet entretien motivationnel est efficace? Ben oui, il y a une méta-analyse qui a été faite voilà, il y a déjà quelques années sur 119 articles qui montrait que cet entretien motivationnel est efficace. Il est d'autant plus efficace qu'il est répété dans le temps et qu'il est répété dans le temps par des personnes différentes avec la même approche, la même culture. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'être un peu au courant de ce type d'intervention, parce que, quelle que soit sa profession dans le parcours de soins du patient, on peut aider le patient à se mettre en mouvement. Et donc ça, c'est tous les professionnels, les profs APA, les kinés, les infirmières, les diètes, les médecins, les aides-soignants, tout le monde peut jouer un rôle à partir du moment où il y a des petites interventions successives et prolongées dans le temps. Quelles sont les 3 conditions que vous diriez pour être motivé? Avoir envie. Avoir envie. Avoir confiance. Ouais. Confiance. Un environnement favorable, ouais. Et le 3e? En avoir besoin. Donc, ça doit avoir envie. Donc, c'est l'importance que j'accorde au changement. Donc, le désir et les raisons. Se sentir capable, la confiance qu'on a en soi pour le réaliser, l'énergie que l'on peut mettre en place pour bouger. Et puis, être prêt, parce que ça devient une priorité et un besoin. Si ces 3 conditions ne sont pas réunies, il n'est pas possible d'avancer en termes de changement de comportement de santé, puisque c'est ce qui nous occupe aujourd'hui. On peut avoir envie et être prêt parce qu'il y a des problèmes de santé qui sont importants. Si on ne se sent pas capable, si on n'a pas l'énergie, si on n'a pas confiance en soi pour le réaliser, la personne ne se mettra pas en mouvement. Ça marche aussi pour la prévention, ça? Ouais, il n'y a pas de raison. Mais dans la prévention, si on prend l'exemple, par exemple, on en parlera demain, mais si on va prendre un autre exemple dans la prévention, je ne sais pas quoi, de la nutrition, si tu ne sens pas, même si tu prends du poids ou autre, et que tu ne sens pas que c'est un besoin, que ça peut être un problème de santé, ça ne va pas te mettre en mouvement. D'autant plus que pour prendre en charge, pour changer de comportement de santé, il y a 4 critères qu'on a vus tout à l'heure. Être sûr que tu es atteint par une maladie et que potentiellement elle est grave pour toi. Donc ça fait tous ces éléments-là qui se mettent en place et qui montrent que ce n'est pas si facile que ça, et c'est même carrément difficile, de motiver, de créer un environnement pour motiver les gens et de les amener à cette motivation. Donc 3 conditions pour être motivé: avoir envie, se sentir capable et être prêt. Et puis, dans le cadre de l'entretien motivationnel et de la motivation, il ne faut pas faire de la motivation pour de la motivation, quoi. Le changement, c'est qu'un moyen d'atteindre et de retrouver ou de préserver quelque chose d'important pour soi. On l'a dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est ce que l'on a envie de nous de faire, mais pas ce que le soignant a envie que l'on fasse. Et donc, c'est un moyen d'atteindre et ce n'est pas un but, la motivation, quoi. C'est vraiment un moyen d'atteindre. 2-3 éléments pour comment aborder le changement. Quelque chose qui n'est pas toujours facile à réaliser, en tout cas pour nous médecins, c'est d'accorder un capital de confiance et de liberté, un capital de liberté aux patients. On a trop envie qu'ils soient compliants. On voudrait tous qu'ils fassent la vaccination contre la grippe. Mais
ils n'ont pas tous envie de faire la vaccination contre la grippe parce que Roselyne, elle nous a eu au poil avec le H1N1, parce que la grand-mère, etc. Donc, savoir laisser un capital de liberté aux patients, parce que notre réaction à tous, c'est j'ai envie d'être libre, quoi. J'ai pas envie qu'on me contraigne, quoi. Donc, là encore, négociation, gagnant-gagnant, mais en laissant un capital de liberté à la personne. Et ça lui redonne, c'est bien une personne et pas un patient, pour qu'il reprenne sa vie en main, acteur de sa santé, hein, qu'on dit dans la définition de l'éducation thérapeutique, c'est bien acteur pour lui et pas pour les autres. Donc la négociation est un élément important à mettre en place. Un autre élément qui est extrêmement important à mettre en place pour anticiper, hein, c'est la prévention secondaire, hein, mais ni primaire, c'est penser à la non-observance observationnelle. Et ça, là encore, c'est les patients qui vont vous les dire, ce n'est pas vous qui allez le faire. Donc la sollicitation de l'entourage. Hein, allez, viens fumer une clope, ou viens boire un coup, etc. Les sollicitations intérieures, l'addiction au jeu, à la clope, à l'alcool, au sexe, voilà, c'est la sollicitation intérieure. Puis après, les sollicitations stressantes. Qu'est-ce qui va faire que je vais lâcher? Donc ça va obliger le patient à mettre en œuvre des stratégies d'ajustement, de contournement, d'évitement, plus ou moins complexes, plus ou moins difficiles, et qui vont nécessiter un apprentissage. Et dans l'apprentissage, le transfert de compétences utiles pour le patient. Et les compétences, vous vous souvenez, savoir, savoir-faire, savoir-être. Pas que du savoir. Donc, mise en action pour que ça se mette en place. Donc, c'est lui qui va les trouver, c'est nous qui allons l'aider à les trouver. Mais ce n'est pas nous qui allons lui dire il n'y a qu'un faucon, quoi. Ça marche pour ce côté observationnel. Qu'est-ce que vous voyez? Une fille. Une fille. Un arbre des oiseaux. Trois oiseaux. Une fille avec un seul œil. Oui, c'est vrai. L'autre, il est là. Donc, comme d'habitude, hein, de notre vision du problème va dépendre la solution proposée. Donc, de fait, c'est une fille, un arbre avec trois oiseaux. Et là encore, pendant l'entretien motivationnel, notre façon de voir la situation va nous permettre de répondre plus ou moins exactement à l'autre. Ça va, tout le monde l'a vu? Dans l'entretien motivationnel tel que décrit par Miller et Rolnick, notamment dans ce bouquin-là qui s'appelle « Pratique de l'entretien motivationnel », c'est en français, c'est bien fait, c'est bien écrit, je l'ai compris, donc vous devriez pouvoir y arriver. Il y a 4 principes fondamentaux. L'empathie, développer les contradictions pour résoudre l'ambivalence, rouler avec les résistances et soutenir le sentiment d'efficacité personnelle, donc valoriser la personne pour des petits objectifs atteints. On va regarder un peu ces 4 éléments-là pour voir comment on peut essayer de mettre en place ces éléments. Donc l'empathie, hein, là, on est tous d'accord pour dire que c'est une capacité d'être à l'écoute de l'autre, de ses sentiments, de ses émotions. C'est ça l'empathie. À la différence de la sympathie où on va pleurer avec lui, mais ce n'est pas le but du jeu. Ouais. C'est de se mettre à l'écoute de l'autre et puis de se mettre à l'écoute aussi de ses émotions, ce qui peut être parfois plus difficile. Et c'est ça qui va permettre de créer un partenariat et une alliance thérapeutique et une alliance de travail plus rapide. L'empathie est toujours nécessaire dans l'approche motivationnelle. Est-ce que vous diriez que l'empathie, entre guillemets, fonctionne à tous les coups, quel que soit le profil comportemental? Ou est-ce qu'il y a des profils comportementaux qui sont un peu plus difficiles, j'allais dire, à gérer avec l'empathie? Ou de profils qui sont un peu moins empathiques que d'autres? Pardon? Le rouge, un peu moins empathique. Le bleu aussi. Les deux du haut ne sont pas naturellement très empathiques. Bah oui, les deux du haut, c'est pas qu'ils ne sont pas empathiques, mais c'est qu'ils sont obligés de faire un effort un peu plus important pour l'être, parce que, comme on l'a vu hier, ils sont basés sur les faits, alors que là, et que le monde est hostile,
Et donc, il faut se battre dans ce monde hostile, alors que là, c'est plus basé sur la personne et que le monde est bienveillant, en quelque sorte. Donc, l'empathie ne doit pas être transmise ou réalisée avec la même dose, j'allais dire, selon le profil comportemental. Parce que ça va les agacer au bout d'un moment, quoi. Hein, c'est pas dire d'être désagréable ou autre, hein, mais il faut l'adapter au profil comportemental. Ce que vous faites déjà naturellement, mais juste y penser de temps en temps en disant « Ah, j'ai appris qu'il fallait être empathique, donc je vais lui tenir la main. » Vous lui tenez la main au bleu, il se sauve en courant. Bah non, c'est pas comme ça que j'ai envie de fonctionner, quoi. Donc, adapter ce qui peut être dit au profil comportemental également, ce qui donne du sens éventuellement à ce qu'on a vu hier si on en avait besoin. Deuxième principe fondamental important, résoudre l'ambivalence. Donc l'ambivalence, c'est j'aimerais bien, mais je peux point, quoi. J'ai envie, mais bon. Et un outil utile, hein, c'est l'utilisation de la balance décisionnelle. Quels sont les avantages du changement? Quels sont les inconvénients du changement? Et donc, le patient doit faire sa liste avantages, inconvénients. Vous êtes d'accord? Est-ce que c'est suffisant d'avoir les avantages du changement et les inconvénients du changement? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on rajoute dans la balance? Il faudrait qu'on rajoute dans la balance les inconvénients du statu quo et les avantages du statu quo. Qu'est-ce qui fait qui va faire peser la balance pour que je change? Qu'est-ce qui fait que je suis embêté à continuer, je sais pas quoi, à cloper ou à manger trop ou à pas faire d'activité physique ou à pas prendre mon traitement? Et quels sont les avantages que j'ai à ne pas prendre mon traitement par rapport aux inconvénients? Donc si on n'a pas avantage du changement et inconvénients du statu quo avec un poids supérieur aux avantages du statu quo et aux inconvénients du changement, la personne risque de ne pas se mettre en mouvement. Donc pensons pas seulement au changement, mais aussi au statu quo, quel est son intérêt ou pas. Sinon, s'il n'y avait que ça, à la limite, ça serait beaucoup plus facile à mettre en œuvre. D'accord? Et c'est surtout ça, hein, qui va bloquer. Selon le profil comportemental, est-ce qu'on peut utiliser cette balance décisionnelle on l'utilise de façon identique ou on peut l'adapter pour que ce soit un peu plus adapté justement au comportement des uns et des autres? On doit pouvoir l'adapter, si je pose la question. Ouais, bon, c'est bien. Et vous diriez quoi, par exemple? Le vert, on peut discuter. Ouais. Le jaune, on peut lui faire envie. Ouais. Le rouge, on peut l'engueuler. Ouais, presque, ouais. Et le bleu, il l'a déjà fait. Presque, ouais. Alors, on est quand même, on le reverra tout ce que tu viens de dire. Là, on est bien dans la balance décisionnelle, donc les avantages et les inconvénients. Et je voulais juste insister pour l'analyse de tout ça, sur la vitesse de réalisation de ces éléments-là, comme d'autres outils. Ici, ça doit se faire rapidement. Ici, ça doit se faire les avantages et les inconvénients, de façon plus globale, un peu plus lentement. Parce que difficulté de dire non, stabilité. Et puis ici, de façon beaucoup plus précise. Donc vous voyez, on retrouve souvent, comme souvent, déjà la vitesse de changement qui peut être plus rapide ici, et les oppositions que l'on peut retrouver dans les profils comportementaux. N'ennuyons pas dans une balance décisionnelle avec plein d'arguments, de sous-questions et de grandes questions et des petits A et de petits B, le jaune, alors que le bleu en aura besoin, quoi. Donc utilisons là encore cet outil de façon adaptée au profil comportemental, au stade de motivation, au stade d'acceptation de la maladie. Troisième élément, qui est une étape incontournable dans le changement, c'est la résistance. Et il faut rouler avec la résistance et pas lutter contre la résistance. Et on va voir pourquoi. Déjà, comment reconnaître un comportement de résistance?
bien, très souvent, vous avez ce type de réactions qui apparaissent. L'accélération de la parole, la contestation de la pertinence, de la légitimité, voire de l'agressivité, l'interruption, couper la parole, la dénégation, la réfutation, désaccord, minimisation, bonnes excuses, c'est la faute des autres, les habitudes, le désintérêt, inattention, silence, changement de sujet, et des attitudes non verbales, bras croisés, retrait sur la chaise, visage fermé, que vous pouvez imaginer très facilement. Ça, c'est important, ça doit faire tout de suite un tilt dans la tête pour justement se dire, pop, pop, il est en situation de résistance. Comment je vais essayer de l'amener à bouger sans obligatoirement lui rentrer dedans, quoi. Est-ce que tous ces éléments-là, il y en a qui sont plus particuliers à un profil comportemental qu'un autre? Le rouge et le bleu, ils sont plus résistants. Ouais. Peut être agressif. Ouais. Donc là, ouais. Est-ce que le bleu ou le vert vont vous interrompre? Ouais, beaucoup moins, beaucoup moins. Est-ce que le bleu et comment dire, le bleu et le vert pourraient se renfermer un petit peu sur eux? Et donc d'avoir une attitude non verbale qui montre la résistance plus fermée, etc. Les rouges et les jaunes vous interrompent déjà Hmm. de base. Oui, c'est ça, ouais, ouais. Mais dans le cadre de cette approche-là, quoi, si tu veux. Hein. Avoir une amplification du phénomène. Ouais, éventuellement. Hein. Mais il peut être agressif parce qu'il est en colère, parce qu'il est rouge, mais ici parce qu'il est en colère, parce qu'il n'a pas accepté la maladie. Donc, si ça ne marche pas sur le côté motivationnel, il faut peut-être aller voir le côté acceptation de la maladie, quoi. Hein, c'est ça qui est intéressant de voir ça. Donc voilà, globalement, quand il parle, tout le monde a une accélération de la parole, du débit en général. Et puis les rouges vont peut-être plus dans la contestation, l'agressivité, l'interruption, plus dans la dénégation, la réfutation, la minimisation, le désintérêt, et plus dans les attitudes non verbales. Ça peut vous aider éventuellement à analyser la situation de dialogue, de négociation avec la personne que vous avez en face. Donc reconnaître les comportements de résistance qui peuvent être variables selon le profil comportemental. Rouler avec les résistances, c'est compliqué, et il faut éviter le réflexe correcteur. On le fait tous, hein. Même après quelques années de pratique d'essayer de ne pas le faire, ça peut reprendre, le naturel peut reprendre le galop, on peut reprendre, et puis au galop, et on peut de fait avoir envie de corriger, quoi. Et ça, c'est très clair qu'un thérapeute ou un proche, hein, souvent les proches sont mauvais dans ce côté-là, qui tente de résoudre un dilemme en prônant une option, risque d'induire un report du sujet vers l'autre option. Hein. Tu fumeras pas aux enfants, bah justement ils vont les fumer parce que c'est les parents qui l'ont dit. Donc ce qu'ils appellent la théorie de la réactance psychologique. Ou est-ce que, dans quel cas, le réflexe correcteur pourrait être encore plus, vous vous trouvez plus encore envoyé aux 18 mètres, comme dirait l'autre. Les deux du haut. Alors, peut-être pas, peut-être moins là. Moi, je pensais que c'était plus ces deux-là, parce que lui, il a un défi, un objectif, un but, et il y va. Et puis lui, il fait le truc de façon globale, donc il ne faut pas trop l'ennuyer avec le bien et le mal. Ça, hein, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Alors que eux peuvent utiliser le réflexe correcteur éventuellement, peut-être pour pas faire de la peine aux professionnels de santé en face, mais aussi parce que ça va lui permettre de rester dans son situation de stabilité. Il va dire oui, oui, hein, comme le petit chien derrière, la voiture, là, sur le pas. Et puis lui, il peut s'en servir comme argument pour mettre dans son argumentaire. C'est jamais utile, c'est jamais bon, c'est jamais efficace, mais ça l'est, je pense, encore moins
dans ces profils qui sont acteurs, qui sont proactifs, plus que je réfléchis et je mets en place mon mouvement après. Un autre élément qui est important, c'est de résister à la persuasion. Plus vous luttez contre quelque chose, plus la personne va verbaliser les désavantages du changement, et plus il va en être persuadé que ce qu'il dit est vrai. Donc plus vous le poussez, mais oui, mais non, mais non, mais oui, mais oui, mais non, mais non, mais oui, plus il parle, il en vient à croire ce qu'il dit en s'écoutant le dire. Même si c'était différent de ce qu'il pensait initialement. Donc ça, c'est une théorie qui a été développée là encore par un psychologue, la théorie de la perception de soi. Donc plus vous allez lutter contre la résistance, donner des arguments, des contre-arguments, il va vous dire oui mais non, oui non, mais non, plus il va s'auto-persuader que ce qu'il dit est vrai. Même si ce n'est pas ce qu'il pensait au début, même s'il avait peut-être envie de changer de comportement au début. Quoi. C'est le débat politique. Ouais. Tout à fait. Et là, globalement, c'est vrai pour tout le monde aussi. Hein, ce n'est pas plus adapté à un profil comportemental ou à un autre. Mais cet élément de rouler avec la résistance est très important. Et puis après, il est extrêmement important aussi de partir de ce que dit le patient. À l'inverse, si on roule avec lui, il va trouver les raisons. Hein, on se persuade mieux pour l'ordinaire par les raisons qu'on a soi-même trouvées que par celles qui sont venues dans l'esprit des autres. Et c'est vrai que le fait de trouver sa solution, c'est bien plus important qu'on nous l'impose. Hein, on est toujours plus motivé pour ce que l'on a envie et puis ce en quoi on a confiance. Et là, c'est pareil pour tout le monde. Même si ça va être plus ou moins rapide, toujours pareil, hein, la vitesse de changement peut être différente. Donc, comment faire en sorte de ne pas lui donner, le persuader, donc résister à la persuasion, et puis le laisser parler, c'est un élément important pour rouler avec les résistances et mettre le patient en mouvement. Reconnaître le discours changement, hein, donc souvent c'est j'aimerais, mais j'aimerais être au sérieux pour ma santé, si je pouvais mettre dans le traitement la même rigueur, voilà. Ça, ils sont déjà en mouvement. Donc il faut l'accompagner, appuyer, valoriser, comme on va le voir tout à l'heure, et continuer à faire des questions ouvertes. Un autre élément qui est important pour essayer de rouler avec la résistance, c'est faire de la reformulation. Ou ce qu'on appelle dans la reformulation, on verra d'autres techniques tout à l'heure, mais dans la reformalisation, il y a une reformalisation, un reflet qui est basé sur l'émotion. Ce genre de reflet, vous vous sentez découragé, vous avez l'impression que vos efforts ne sont pas récompensés, vous supportez mal d'avoir à poser des contraintes, je vous sens découragé, pour vous il est important, vous m'avez dit que... Ce genre de reflet sur l'émotion, donc qui travaille sur le ressenti, est un élément intéressant à mettre en place parce qu'on montre que l'on est à l'écoute des problèmes de la personne. Est-ce que vous pensez que ce reflet qui parle de l'émotion peut être utilisé de façon équivalente dans les 4 profils comportementaux? Ouais. Donc, ça marche beaucoup mieux sur ceux du bas, qui sont axés vers les gens dans un monde de bisounours, où on peut exprimer ses émotions, et qui sont moins exprimés chez les profils qui sont bleus et rouges, donc les profils dits du haut. Tout à fait. Et après, soutenir le sentiment d'efficacité personnelle qui va permettre d'augmenter la confiance à la personne. Donc ceci encourageant, bravo, vous avez réussi, vous avez déjà atteint l'objectif, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble en plus? Durant un mois, vous avez fait ça, voyons maintenant comment on pourrait avancer également plus. Donc, valoriser la personne est un élément, et là aussi, extrêmement important. Est-ce qu'on va utiliser la même valorisation éventuelle selon le type comportemental? Est-ce qu'on va appuyer sur certains éléments qui vont être plus moteurs selon le profil 10 que l'on a vu ensemble? Logiquement, il y a des différences.
Logiquement, il y a des différences. Il pourrait y en avoir. Je vous propose celle-là, plus valoriser la performance, puisque ça fait partie de l'ADN du rouge, plus valoriser la notion de plaisir, plus valoriser l'impact sur l'entourage, et plus valoriser le fait, la réponse précise à un fait précis avec la bonne réponse plutôt. Donc cette valorisation, vous pouvez aussi l'adapter au profil comportemental parce qu'elle va être plus entendue. Vous parlez de performance à cette personne-là, ça n'a pas beaucoup d'impact, quoi. C'est un profil stable, vert, ce n'est pas son mode de fonctionnement. Vous parlez de plaisir à quelqu'un qui a un profil plutôt bleu conforme, ce n'est pas son mode de fonctionnement. Vous parlez des faits, des résultats de façon très précise, et ça ne va pas le faire, il faut le faire de façon plus globale. Donc oui, on peut être amené, et ça peut être plus performant, de valoriser selon ce que, quelque part, la personne attend, quoi. Et qui est son moteur. La performance, le plaisir, l'entourage, le côté factuel, précis, bien mis en place. Donc la résistance et le sentiment, surtout la résistance est un élément extrêmement important à développer et à mettre en place, et c'est difficile. Et valoriser la personne, c'est un élément qui est important, mais que l'on ne fera pas obligatoirement de la même façon. Est-ce que vous voyez quelque chose? Ouais. On voit un visage à l'envers aussi. Un visage à l'envers aussi. Oui, il y en a deux. Deux hommes? Une femme et un homme. Ah, une femme et un homme. Bon, pour ceux qui n'avaient pas bien vu, parce que là, je sens que vous allez avoir mal au cou. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais de notre vision du problème va dépendre la solution proposée. Et par communication thérapeutique, ça Oui, un petit peu, tu sais. Ça s'appelle, en termes de... Hein? J'ai pas entendu, pardon. le disque rayé. Le disque rayé, ouais. Et ça s'appelle dans un atelier interactif de mettre une petite pause pour hop, hop, hop. Alors je pourrais vous faire lever pendant 30 secondes, mais je ne vais pas faire ça tous les ans quand même. Bon voilà, j'ai choisi ça aujourd'hui. Parce qu'on attaque la dernière ligne droite, et donc je ne voudrais pas que vous soyez trop ennuyés. Après, les principes fondamentaux, les 4 grandes techniques fondamentales de l'entretien motivationnel, l'utilisation de questions ouvertes, on l'a commencé à le voir, hein, la reformulation et les reflets sur l'émotion, hein, avec la résistance, donc qui correspond à l'écoute active, l'écoute réflexive. Écoute active, écoute réflexive, ça veut dire la même chose, et la reformulation, le reflet, c'est la façon de le faire. La valorisation qui reste encore vraie, le résumé, la synthèse, et un élément extrêmement important, savoir se taire, et c'est très, très compliqué, parfois. D'autant plus compliqué que le profil comportemental du professionnel de santé est et l'autre. Ouais, rouge et jaune, jaune et rouge, c'est pas plus compliqué que les autres, quoi. Donc, en se connaissant moins, on fera un petit peu plus attention. Donc voilà, le genre de questions ouvertes, hein, que vous connaissez. Qu'est-ce qui est devenu compliqué dans votre vie? Qu'est-ce que ça vous fait quand on vous parle de ce traitement? Plusieurs de mes patients ont des difficultés. Quelle est votre expérience? Comment expliquez-vous tel événement? Comment votre entourage réagit? Donc vraiment, c'est très très large. C'est vraiment tout à fait l'inverse d'une question fermée où on lui demande de répondre oui, non, quoi, globalement. C'est vraiment très large et ça nous permet de mieux comprendre la problématique en lien avec la maladie chronique. Et on voit par exemple, ce qu'on avait vu hier, que dans le diagnostic éducatif, c'est exactement ça qu'on fait. On reconstruit l'arbre qui était en place. On a peur des questions ouvertes parce qu'on se dit, pétard, ça ne va pas le faire, quoi. On ne va pas s'en sortir. D'après vous, quelle est la durée moyenne d'une réponse à une question ouverte? 1 minute. Plus, moins? Moins. Ça dépend. Ça dépend de la personne. Et je suis d'accord. Donc on va voir. Globalement, les études qui ont été faites montrent ça. 60 à 90 secondes. J'ai des patients qui peuvent tenir 10 minutes. Ouais. Ils sont comment ceux-là? Alors ceux-là,
Est-ce que ça va être la même chose si les uns ou les Là, autres? on a fait 47 secondes. Tu vois que c'est bien. Donc, est-ce que, globalement, ces 60 à 90 secondes, elles risquent d'être dépassées sur un profil comportemental particulier? Ouais. Le bleu peut beaucoup parler, c'est vrai. Ouais, mais... Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai. Ouais, ça c'est vrai aussi. Et c'est vrai, mais je rajouterai pour le bleu, parce que vous avez raison. Mais j'ai pensé essentiellement au jaune, parce que là, ça peut vraiment partir en cacahuète quand même. Et donc, là, il faut bien... Oh, pardon. Il faut bien voir quand est-ce qu'il reprend son souffle. Et hop, là, vous attaquez. Là. Sinon, vous êtes mort. Vous avez appuyé sur le bouton, vous êtes mort. Alors que le bleu, vous avez raison, hein, je le rajouterai, mais comme c'est beaucoup plus précis, on peut reprendre le truc, mais après le relancer dans la suite de son mode de fonctionnement. Oui, tu as raison. Tu as raison. Hein. Tout à fait, tu as tout à fait raison. Tout à fait raison. Ouais. Tu disais quoi? Je disais que le jaune, on n'a pas forcément la réponse à notre question. Ah oui, bien sûr. Donc, entretien guidé semi-directif. C'est pour ça que là, quand il reprend sa respiration, fouf, le couper là. Hein, et puis faire une synthèse, on va le revoir après. C'est assez important. Mais vous avez raison, je rajouterai ici. La reformulation, hein, le reflet qu'on a vu tout à l'heure, le reflet sur l'émotion, où c'est un peu plus compliqué à mettre en place vis-à-vis du rouge et du bleu éventuellement. Donc le reflet simple, hein, si je vous comprends bien, ainsi selon vous, vous voulez dire que, en d'autres termes, ça c'est le reflet simple qui permet de montrer à la personne qu'on l'a écouté et qu'on l'a compris. Alors, c'est le plus simple, hein, comme son nom l'indique. Par contre, si vous avez, pendant une consultation, si vous le dites 15 fois, si je vous comprends bien, si je vous comprends bien, si je vous comprends bien, là, il va vous poser des questions. Donc, utilisez d'autres termes quand même que le reflet simple, parce qu'il va se dire, mais milliard ici, sur qui je suis tombé. Mais c'est bon, c'est le plus simple à faire et à mettre en place au début. Le double reflet, vous me dites que, mais la dernière fois, vous m'aviez dit que. Donc voilà, on évoque l'ambivalence, on met en place. La paraphrase, hein, donc... vous voyez ce que c'est que la paraphrase, et les reflets sur les émotions, on a vu. Donc, dans ce qu'on vient voir dans les techniques, c'est le plus dur. Le plus dur, c'est la reformulation. La reformulation simple, c'est assez facile. Les autres types, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça, il faut vraiment s'entraîner, quitte à avoir des antisèches pour pouvoir le faire facilement. Donc là, ça marche pour tout le monde, entre guillemets, et là, un petit peu moins bien pour les gens de profil bleu-rouge. Toujours, quel que soit le profil comportemental, faire un résumé, une synthèse, qui vont permettre de renforcer le discours de la personne, montrer qu'on a été à l'écoute et que c'était une écoute active, qu'on n'était pas en train de ronfler et qu'on était en cortico-sous-cortical, que le patient s'entend dire ce qu'il a dit, et donc ça c'est un élément important parce que ça remotive, ça valorise, et puis ça permet de passer à autre chose ou de conclure. Si le bleu a tout exprimé, mais ça permet d'y aller. Et n'oubliez pas, si la synthèse, le résumé en finale, ne sortez pas de votre chapeau un dernier changement de comportement de santé pour les verts et pour les bleus parce que vous êtes morts. Vous reprenez une demi-heure derrière. Quoi. Donc, vraiment, ce qui est fait vis-à-vis du patient. Donc, ce n'est pas une bonne question pourquoi cette personne n'est pas motivée. C'est facile pour nous parce qu'on se dit c'est de sa faute, quoi. La vraie question, c'est pour quelle raison cette personne pourrait être motivée pour ou par quelque chose. Et donc, on ne va pas motiver la personne, on va créer un environnement qui va lui permettre d'être motivé sur le plan intrinsèque, avec les techniques et les principes fondamentaux que l'on vient de voir rapidement ensemble.
Alors, il y a des évolutions dans tout ça et c'est assez rigolo. Kim Lavoie, c'est une psychologue canadienne péchue que j'ai eu la chance d'entendre, qui est vraiment très intéressante et rigolote, comme peuvent l'être ces gens-là, sans se prendre la tête. Et qui dit, qui introduit la notion de communication motivationnelle avec laquelle je suis assez d'accord par rapport à l'entretien. Elle dit alors que c'est une communication, c'est donc collaboratif, donc il y a bien cette notion de négociation gagnant-gagnant, centrée sur le patient, ça c'est comme d'habitude, exemple de jugement, donc avec bienveillance, comme ça doit être le cas, avec une attitude d'accompagnement, donc l'empathie essentiellement, de rouler avec les résistances, et puis sur le plan de la communication, demander, écouter, écoute active, silence, et informer, avec toujours ce cycle demander, écouter, informer, demander, écouter, informer. Qui est un peu différent de l'entretien motivationnel. C'est de la communication pour faire avancer le schmilblick. Parce que les réponses, c'est le patient qui va les trouver, mais à un moment donné, il faut aussi qu'on lui apporte, parce qu'il y a des éléments qu'il ne va pas pouvoir trouver. Donc cette communication motivationnelle, elle va dépendre du comportement de la personne, de son stade de motivation vis-à-vis du comportement de santé qu'il doit bouger, son changement de comportement, de son stade d'acceptation de la maladie. Il va falloir jongler avec tout ça pour essayer de le mettre en mouvement. Et c'est pour ça que c'est difficile, même si une courte intervention peut être bénéfique, c'est difficile à le faire qu'en consultation classique et que c'est mieux dans des séances de TP, de réhabilitation, de réadaptation, en tout cas prévues pour ça. Et c'est en essayant d'intégrer tout ça, plus les 4 critères d'acceptation de ce traité au long cours, plus les 3 critères de la motivation, l'envie, la confiance et le besoin, que l'on va pouvoir mettre en place les changements de comportement de santé. Et ça, c'est déjà pas facile à court terme. Et à long terme, c'est encore plus difficile, d'autant plus qu'à long terme, l'entourage n'a pas obligatoirement le même profil comportemental, le même stade de motivation et le même stade d'acceptation de la maladie de l'autre. Et donc, c'est aussi des leviers qu'il faut essayer de lever pour accompagner à long terme et faire en sorte que le changement de comportement de santé soit le plus pérenne possible. Donc, il y a du boulot, mais c'est ça qui est rigolo. Je vous remercie.